Quand j'étais petit, je voulais que l'été dure pour toujours. Ah, le bonheur de l'été. Je suis sûr qu'on l'a tous eu un jour, ce souhait innocent, que l'été dure pour toujours. Parfois, je me dis que les enfants que nous étions l'ont tellement désiré cet été éternel qu'il a fini par arriver. On n'avait simplement pas anticipé les conséquences. En 2050, c'est 8 personnes sur 10 qui risqueront la mort chaque été à cause des vagues de chaleur répétitives. Il est donc impératif d'agir maintenant en trouvant des solutions durables pour protéger les plus vulnérables. Je sais ce que certains d'entre vous doivent se dire. Il suffira d'installer des climatiseurs partout. Mais ce n'est pas si simple. En fait, la clim, c'est un peu comme les relations toxiques. Ça commence par un souffle froid presque euphorique. On traverse le portail d'une pièce climatisée et on respire à nouveau. Et puis vient le prix à payer. Ça consomme trop, pollue sans relâche, détruit l'environnement. Et le pire, c'est moche. Mais ça, on le découvre qu'après. En plus, ça rejette la chaleur à l'extérieur. Et plus il fait chaud dehors, plus on a besoin de la clim. Un cercle de dépendance vicieux. Et depuis ma dernière relation, j'ai décidé qu'il n'y aura plus de relations toxiques, même avec les clims. C'est pour cela que je travaille sur un tout nouveau moyen de se rafraîchir. Le froid glacial de l'univers. Alors non, je ne vous propose pas de siroter un apérole sur Saturne quand vous aurez un coup de chaud. On n'en est pas encore là. Par contre, est-ce que vous saviez que l'espace qui entoure la planète Terre est infiniment froid? Dans ma thèse, je travaille sur des matériaux innovants. Ces matériaux, lorsqu'ils sont placés à l'extérieur, sur le toit d'un bâtiment par exemple, ils ont la capacité presque magique d'absorber de la chaleur qu'on produit ici, sur Terre, dans notre vie quotidienne, et de la renvoyer là-haut, dans l'espace. Ainsi, ces matériaux sont naturellement plus froids grâce au froid de l'ambiant. Dans ma thèse, j'imagine et je conçois des panneaux. Imaginez avec moi, à la surface, le matériau froid qui communique sa chaleur avec l'espace. En dessous, de l'eau circule et se refroidit. L'eau froide traverse ensuite le bâtiment, absorbe l'excès de chaleur de toutes les pièces et revient se refroidir au contact du matériau froid qui libère toute sa chaleur vers l'espace. En langage de doctorant, on aurait dit c'est des panneaux de froid radiatif et ça permet de refroidir nos bâtiments sans polluer et sans consommer de l'électricité. Mais en poésie, j'aime dire que c'est des morceaux de notre quotidien qui se retrouveraient perdus là-haut, dans l'espace. La chaleur du café au petit matin, la vapeur d'un plat qu'on sort du four, toutes ces briques perdues dans le froid atemporel et infini. Le froid radiatif, c'est finalement ouvrir les fenêtres du ciel pour le plaisir de souffler au milieu d'un été qui n'est pas fait pour durer. Bonjour. Pardon. Ça fait peur de parler devant un public comme ça. Je sens votre présence et je sais que vous espérez que je vais vous raconter un truc intéressant parce que vous avez peur de vous ennuyer. On ne se connaît pas, vous et moi. Pas encore. Et pourtant, entre nous, il se passe déjà quelque chose. Et cette chose-là, c'est exactement le sujet de ma thèse. Quand j'ai eu l'air mal à l'aise, là, ça vous a gêné? En sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle la convergence émotionnelle. Si je vous mettais des capteurs, je verrais probablement vos cœurs battre
ensemble, à l'unisson, comme si nous étions littéralement sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui existe, qui a été montré en laboratoire sur des groupes de 2, 3, 4 personnes. Moi, mon travail, c'est d'étudier ce que produit cette convergence émotionnelle sur de grands groupes, de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Exactement comme vous, là. Sauf que faire tenir tout ce monde dans un laboratoire, c'est compliqué. Alors je suis sortie du laboratoire et je me suis installée dans des théâtres pour étudier les publics. Bon, en vrai, c'est aussi parce que j'ai une grande histoire d'amour avec le théâtre, mais chut. Ce qu'il faut dire, surtout, c'est que le théâtre, c'est un laboratoire de l'esprit humain, depuis plus de 2000 ans. Alors comme terrain de recherche, c'est génial! Donc, je travaille au théâtre et pour ça, j'utilise 3 outils. D'abord, le langage des mots, en recueillant le ressenti du public avec des questionnaires. Ensuite, le langage des sons, en écoutant comment les rires et les applaudissements se répandent et se répondent dans la salle. Et enfin, le langage des corps, avec le rythme cardiaque dont on a déjà parlé. Ce que mes premiers résultats montrent, c'est que plus les gens ont le sentiment de vivre cette convergence émotionnelle et plus ils se sentent connectés les uns aux autres, plus ils apprécient la représentation. Donc, un spectacle réussi, c'est aussi un moment où l'émotion nous unit. Un plaisir partagé, c'est un plaisir augmenté. Et le truc, c'est que cette dimension collective des émotions, elle n'existe pas qu'au théâtre. On la retrouve partout dans la vie. Par exemple, quand vous buvez un verre ou que vous discutez avec vos amis, ou même ici. Comprendre comment les émotions circulent dans un groupe, c'est comprendre ce qui nous lie, ce qui crée nos communautés humaines et nos sociétés. Alors, merci à vous pour ce moment que nous traversons ensemble et qui nous aura liés, même en 180 secondes. Je pense que si nous avions le pouvoir de devenir microscopiques, alors le métier des médecins serait de rentrer dans le corps des malades pour les guérir de l'intérieur plus facilement. Vous ne croyez pas? Oui, je sais que c'est de la fiction et que seuls les médicaments peuvent pénétrer notre organisme et combattre les maladies. Pour cela, ils ciblent, pour en prendre le contrôle, les petites machines qui servent d'usine ou de véhicule dans notre corps et qu'on appelle les protéines. Si nous pouvions contrôler chacune d'entre elles, alors, hypothétiquement, nous pourrions lutter contre toutes les maladies. Mais les protéines sont 1000 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu, et il en existe des milliers de différentes, chacune ayant son propre rôle et étant d'une complexité folle. Dans beaucoup d'entre elles, il y a même des sortes de fils téléphoniques qui peuvent transmettre des informations d'un bout à l'autre de la protéine pour adapter son activité à son environnement. Cette transmission d'informations s'appelle l'allostérie et son fonctionnement reste entouré de mystères. C'est dommage. Si nous comprenions l'allostérie, alors nous pourrions pirater cette communication avec des médicaments afin d'enfin contrôler les irréductibles protéines qui nous résistent encore et toujours. Durant ma thèse, j'ai donc décidé d'enquêter sur l'allostérie. Et pour cela, je dois devenir microscopique. Mais je ne peux pas faire comme Mario qui mange un champignon et d'un coup change de taille. Puis d'ailleurs, pourquoi Mario peut-il faire cela? Parce que c'est un jeu vidéo. Voilà la solution à mon problème. Vous ne voyez pas le rapport. Imaginons que demain, vous vouliez piloter un avion. Sans être pilote, c'est compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, facilement, c'est installer un jeu vidéo de simulation d'avion et y piloter tranquillement. Si c'est réaliste, vos connaissances de pilote dans le jeu seraient même applicables dans la vraie vie. Eh bien, pour ma thèse, je peux faire pareil. Au lieu de réellement devenir microscopique, je simule une protéine sur mon ordinateur, comme dans un jeu vidéo. En me baladant dans la simulation, je peux alors comprendre au plus près la manière dont la protéine communique. Je vois où elle bouge, dans quel ordre, et j'en déduis la suite d'événements qui permet le transport d'une information d'un bout à l'autre de la protéine. J'obtiens
Ainsi, une nouvelle compréhension fine de l'allosterie, qui aurait été difficile à obtenir sans simulation numérique, et qui, je l'espère, permettra un jour de guérir des maladies encore incurables. Alors, la prochaine fois que vous jouerez à un jeu vidéo, ou que vous empêcherez votre enfant de jouer, je vous vois, n'oubliez pas que, parfois, même Mario peut sauver des vies. Seriez-vous prêt à vous baigner dans la Seine? Cette question a animé Paris cet été. Mais franchement, pour beaucoup d'entre nous, les algues présentes dans la Seine et sa couleur étaient un signe évident de pollution. Mais rassurez-vous, on n'est pas les seuls. Car il y a longtemps, les chercheurs faisaient à peu près la même chose pour évaluer la pollution de l'eau. Regarder sa couleur, la présence d'algues, voire même son odeur. Mais en creusant un peu plus dans mes recherches, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Certaines mers étant super polluées, elles ont pourtant une eau parfaitement cristalline. Alors, comment savoir si un milieu est vraiment sain ou en danger, si on n'arrive pas à le voir? Les chercheurs, au lieu de regarder l'eau, ils regardent ce qu'elle cache. Et avec un microscope, ils analysent toutes les espèces qui sont présentes. Car sous l'eau, certaines espèces préfèrent vivre seulement dans les endroits propres, tandis que d'autres, au contraire, adorent les environnements pollués. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Si on arrive à savoir quelles espèces elles sont présentes et dans quel endroit elles aiment vivre, on peut évaluer la santé de l'eau. C'est simple. Mais le problème, c'est que cette analyse, elle est longue, elle coûte cher et nécessite tout le temps la présence d'un expert. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, au lieu d'observer les espèces une par une sous un microscope, on analyse directement l'ADN qu'elles laissent dans l'eau. C'est un peu comme une enquête policière. On n'a pas besoin de voir le suspect pour savoir qu'il est passé par là. Il laisse ses traces derrière lui. Grâce à l'intelligence artificielle, on apprend à une machine à analyser l'ADN, à identifier les espèces qui sont présentes et à distinguer celles qui aiment les eaux propres et celles qui aiment les eaux polluées. C'est un apprentissage supervisé. Et vous connaissez tous ChatGPT. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé pour rédiger ce texte. ChatGPT apprend à répondre à nos questions en analysant des millions de textes. Et bien notre machine apprend en analysant des centaines d'échantillons d'eau. Mais c'est pas fini, car dans mes recherches, on veut simplifier cette analyse encore et encore. Et cette fois, grâce à un apprentissage non supervisé, on demande à notre machine de regrouper les échantillons qui sont similaires. L'idée est simple, si on a deux échantillons qui contiennent les mêmes espèces, alors ils ont le même niveau de pollution. On se retrouve à la fin avec une dizaine de groupes d'échantillons. Et dans ce cas-là, notre machine, au lieu d'analyser une centaine d'échantillons d'eau, elle analyse seulement une dizaine. Grâce à cette méthode, on peut détecter le problème plus tôt, plus vite et avec plus de précision. Et on peut enfin écouter ce que l'ADN des mers essaie de nous dire pour agir et protéger nos environnements. Alors, pas encore. Se baigner dans la Seine ou pas? C'est mon papa et j'en suis très fier parce qu'il travaille à la Poste depuis maintenant 25 ans. Il livre des colis. Tout le monde s'est déjà fait livrer des colis dans la salle, n'est-ce pas? Bon, eh bien un jour, il m'a expliqué. Le colis part d'une centrale de tri, puis il est chargé dans des camions et est livré à la maison. C'est alors que j'ai réalisé que ma thèse, c'était un peu comme une collaboration avec la Poste finalement. Sauf que moi, au lieu de livrer des colis, je livre pour vos radiateurs des calories. Alors, une calorie dans mon domaine, c'est une unité qui quantifie le niveau de chaleur. Plus vous allez recevoir de calories et plus vous allez avoir chaud. Évidemment, dans ma thèse, il n'y a ni camion ni facteur. Les calories, elles voyagent dans un ensemble de tuyaux remplis d'eau chaude et enfouis sous nos pieds. Et l'ensemble de systèmes, ça s'appelle un réseau de chaleur urbain. Et le réseau de chaleur urbain, c'est mon service de livraison express qui vous permet de recevoir toujours à temps vos calories. Alors mon père m'a toujours dit que le système de la Poste n'était pas parfait. Erreur d'adresse, suremballage, commande excessive.
Eh ben moi, j'ai exactement le même problème avec les réseaux de chaleur. Surproduction de chaleur, et donc d'énergie, mauvaise répartition, et donc un manque d'optimisation. Alors, quand un colis se retrouve au mauvais endroit, ça c'est embêtant. Mais quand c'est une ville entière qui attend sa chaleur et que celle-ci est surproduite et en plus mal répartie, eh bien là, c'est un problème de taille. Et donc, améliorer l'optimisation des réseaux de chaleur, c'est donc le but de ma thèse. Et pour ça, j'ai besoin de 3 étapes. La première étape, c'est de répondre à la question combien de calories je dois livrer et où. Par exemple, j'ai un voisin qui vit seul, un vrai minimaliste. Un thé, un plaid et une bougie et ça suffit à faire son bonheur. Lui, il n'aura pas besoin de beaucoup de calories. Tandis que mes autres voisins, une famille composée de 3 ados qui passent leur temps à ouvrir les fenêtres en plein hiver sous prétexte qu'ils ont trop chaud, eh ben eux, ils vont nécessiter une quantité astronomique de calories. Alors pour savoir combien mes voisins ont besoin de calories, j'utilise mon propre modèle mathématique adapté. Et ça me permet d'arriver à la deuxième étape. Un peu comme un livreur qui connaît toutes les rues et les impasses, moi je modélise ma ville des centrales thermiques jusqu'au bâtiment. J'essaye de repérer toutes les routes de tuyaux possibles et leur capacité afin d'en déduire le meilleur chemin à parcourir et de trouver la meilleure route possible. Ces 2 étapes, elles sont indispensables pour la finalité de ma thèse. Optimiser mon réseau de chaleur en choisissant ma centrale de départ, plus ou moins écologique ou économique, mon nombre de calories à envoyer, la vitesse de mon véhicule de transport, ou ce que moi j'appelle une pompe, et la meilleure route à emprunter pour éviter les pertes de calories. Pour ça, je développe mon propre algorithme d'optimisation. Honnêtement, j'en suis assez fier, puisque je me vois déjà l'appliquer dans ma ville natale, à Lyon. Imaginez un peu, on pourrait chaque année éviter la pollution de si vous faisiez 4 fois le tour du monde en avion, et ça sans bouger de votre canapé. Alors ce soir, cher jury, si vous pensez que ma livraison est réussie, c'est à vous de jouer. Imaginez-vous dans une soirée de Zouk Love, en collet serré avec votre partenaire. Imaginez à présent que cette étreinte dure 2 jours, 2 mois, 2 ans, toute votre existence. Et oui, sur cette planète, certaines orchidées font du Zouk Love avec des champignons. Et les champignons sont si proches qu'ils vivent à l'intérieur même des cellules de la fleur, dans leurs racines. Alors bien sûr, tout le monde y trouve son intérêt. Les champignons donnent à la fleur des minéraux essentiels à sa survie, alors que la fleur donne aux champignons des sucres qu'elle fabrique avec ses feuilles et le soleil. On nomme cette relation une symbiose mycorhizienne. Je vous vois venir. Ah, la symbiose, un modèle idéal de relation durable et à bénéfice mutuel. Oui, dans leur ingéniosité, ces espèces peuvent peut-être nous inspirer des manières de vivre avec les autres qui ne soient pas parasitaires. Alors, je suis allée marcher dans les déserts de l'ouest des États-Unis. Avec des biologistes, nous avons grimpé dans la canopée réunionnaise pour rencontrer ces orchidées qui peuvent vivre sur des branches parce qu'elles ont appris à zouker avec d'autres espèces. Sur le papier, ma recherche était toute esthétique et conceptuelle. Mais du haut des arbres, elle est devenue concrète. Hausse des températures, avancée des déserts, effondrement massif des écosystèmes sur l'ensemble des terrains. Mes crises de panique sporadiques ont laissé place à un désarroi silencieux. Pour vous restituer ces paysages effacés, j'ai photographié le réel et, par reconfiguration, je vous propose des images composites, dans lesquelles des fragments disparates s'entremêlent. Elles sont exposées aux serres historiques du jardin d'Auteuil, car pour vous faire voir le vivant autrement. Car, comme le dit Proust, le mystère n'est pas de voyager en des lieux différents, mais de regarder avec des yeux nouveaux. De nouvelles manières de voir le monde vivant pourra nous aider à mieux vivre sur notre planète. Car il y a une dernière chose que ces étranges partenaires m'ont appris. À l'origine, il se pourrait bien que ces champignons aient été des parasites pour l'orchidée, mais qu'au fil du temps, leur parasitisme soit devenu une symbiose.
La maîtrise du Zouk Love repose sur la présence des autres, vigoureusement vivants. Alors, nous aussi, apprenons à danser durablement avec ces autres espèces. Quand j'ai commencé ma thèse, j'avais le rêve classique du nouveau chercheur, remporter un prix Nobel. Je me voyais déjà sur scène à Stockholm, sensibilisant toute l'humanité au réchauffement climatique. Hélas, mon directeur de thèse m'a vite refroidi. Apparemment, lutter contre la surchauffe des logements, c'est moins glamour que sauver les ours polaires. Pourtant aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les glaciers qui fondent, ce sont également les gens, vous, moi, coincés dans nos appartements sous 35 degrés. D'ailleurs, savez-vous quelle est la ville européenne où l'on risque le plus de mourir de chaud? Athènes? Séville? Non, c'est Paris. Avec autant d'habitants empilés les uns sur les autres, Paris se transforme en été en véritable fournaise. Résultat, chaque juillet, même scénario. On court acheter un climatiseur sur roulette. C'est bruyant, énergivore et aussi efficace qu'un sommet du G20 sur le climat. Beaucoup d'air brassé pour pas grand-chose. Heureusement, une bien meilleure solution existe. La pompe à chaleur. Un super climatiseur très efficace, mais qui nécessite de fixer un appareil dehors. Vous imaginez un gros bloc blanc sur la façade de l'Élysée? Impossible, elle est classée. On pourrait l'enterrer, mais on risquerait de tomber sur la ligne 13 du métro. Alors, comment faire pour refroidir nos logements sans travaux? Et si la solution, c'était nos radiateurs? Ces appareils, présents dans chaque pièce, réchauffent l'air simplement en faisant circuler de l'eau chaude. Mais alors, si on remplace l'eau chaude par de l'eau froide du robinet, l'air se refroidit-il? Eh bien, oui. Mais on a deux problèmes. Tout d'abord, la condensation. Plus le radiateur est froid, et plus l'humidité présente dans l'air n'a qu'une envie, s'y accrocher. Ça commence par un peu de buée, puis des gouttes, puis des flaques, sur le parquet. Pour éviter ce désagrément, je viens ajouter des capteurs et un algorithme qui vont ajuster en temps réel la température de l'eau dans le radiateur. Et ça marche. Le parquet reste sec. Mais second problème, l'air froid, plus lourd que l'air chaud, reste bloqué au niveau du sol. Vous avez déjà versé du sirop de grenadine dans du jus d'orange? Le sirop, plus lourd, s'écrase au fond du verre. C'est parfait pour un tequila sunrise, ça forme un joli dégradé levé de soleil. Mais c'est beaucoup moins agréable quand le dégradé, c'est dans votre propre corps. Pieds gelés, front en sueur, c'est pas exactement les faire chercher. Alors pour améliorer tout cela, j'ajoute un ventilateur sur le radiateur. Et là ça change tout. L'air froid circule enfin dans la pièce. Ça y est, le radiateur est devenu climatiseur, sans aucun travaux. La voilà, la solution à la surchauffe des logements. Enfin, l'une des solutions. On peut en trouver bien d'autres. Les États-Unis essaient de racheter le Groenland pour importer la banquise chez eux. Mais là, je dépasserai les 180 secondes. Donc, je me contenterai de dire que non, je n'irai peut-être jamais à Stockholm remporter un prix Nobel, certes. Mais si grâce à ma thèse, on peut tous dormir au frais l'été prochain, eh bien, ça sera déjà une belle récompense. Bonjour. Alors moi je suis philosophe et pour tout vous dire, ça m'a beaucoup coûté d'être devant vous ce soir parce que pendant la préparation, j'ai reçu énormément d'injonctions. D'abord, on m'a dit « c'est super que tu participes à ce concours, mais tu vas dévaloriser ta recherche ». Et surtout, on m'a dit « ton sujet de thèse est formidable, mais évite de parler du concept principal de ta thèse parce que tu vas braquer beaucoup de gens ». Alors, j'avais préparé un super pitch qui parlait d'absolument tout sauf de ma thèse et j'ai fini par me rendre compte que ces injonctions avaient en fait détourné mon attention de ma thèse et de ce que je voulais vous dire. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ces injonctions, c'est précisément le sujet de ma thèse. En fait, pendant 4 ans, j'ai parcouru plus de 400 références dans des tas de disciplines différentes, dont la philosophie, bien sûr, mais aussi le droit, les sciences politiques, les sciences cognitives, la psychologie, la sociologie et même la cybernétique, pour expliquer les fondements de ces injonctions et leurs effets sur nous. Et l'origine de ces injonctions,
c'est le néolibéralisme, le fameux mot que je devais taire et qui désigne en fait le contexte économique dans lequel nous vivons. Le néolibéralisme, c'est lorsque nos intérêts personnels dépendent des intérêts économiques. Ça veut dire que si l'économie n'existe pas, nous n'existons pas non plus, et c'est cette dépendance qui génère ces formes d'injonction. Par exemple, en participant à ce concours, je satisfais un intérêt personnel certain, puisque j'apprends à capter votre attention, j'apprends à vulgariser ma recherche et je gagne en visibilité. Mais cette action personnelle s'inscrit aussi dans une logique économique plus large, puisque je suis aussi en train de me vendre et de me distinguer de mes camarades doctorants pour me distinguer dans le marché du travail. Le problème, c'est que cette dépendance nous fatigue, nous épuise et nous isole les uns des autres. Parce que nous avons l'impression d'être responsables de tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de nos échecs ou de nos réussites. En fait, pour faire simple, le néolibéralisme nous culpabilise et nous contraint à adopter des conduites autoritaires à l'encontre de soi-même, tout en nous faisant croire qu'on est libre de le faire. Alors, je me suis demandé comment on pouvait prendre soin de nous dans un tel contexte. Et je me suis dit, tiens, moi, réfléchir à ce contexte pendant 4 ans, ça m'a fait vachement de bien en fait. Alors comment je pourrais aider les autres à faire la même chose? Alors, je vous rassure, peut-être pas une thèse de philosophie en 4 ans, mais au moins à philosopher à partir de votre quotidien, par exemple. Alors j'ai eu une idée que j'ai concrétisée et qu'un échantillon de personnes a testé. Créer une application mobile de philosophie pour aider les gens à prendre soin de leurs réflexions et essayer de s'émanciper de ces injonctions qui nous font croire que nous sommes libres. J'imagine que si je vous dis mathématiques, vous avez tous des images différentes qui vous viennent en tête, accompagnées de bons ou de mauvais souvenirs. Des professeurs bougons, des exercices compliqués à résoudre, ou bien de jolies figures dans votre cahier. Pour ma part, lorsque j'entends le mot mathématiques, j'imagine un grand tableau noir, avec une craie blanche qui virevolte dessus, pour écrire des définitions ou des théorèmes qui essayent de décrire une réalité qui peut paraître abstraite. Et c'est là mon problème. Trop souvent, les mathématiques semblent figées sur ce tableau noir. Et moi, j'aimerais les en sortir pour les amener avec moi dans la vraie vie. C'est donc ce que j'essaye de faire dans ma thèse. En effet, j'utilise des notions assez théoriques pour une application concrète. Mon objectif est de traduire les signaux électriques du cerveau en des commandes. Par exemple, pour contrôler des prothèses. Est-ce que vous voyez les détecteurs de mensonges? Eh bien, l'idée est à peu près la même, même si moi je m'en fiche que vous disiez la vérité ou non, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous voulez bouger la main gauche ou est-ce que vous voulez bouger la main droite? Alors, à la manière de Sherlock Holmes, j'enquête. Mais je suis un détective un peu particulier. Je suis un détective mathématicien. Ainsi, à la place d'une loupe et d'une pipe, j'ai à ma disposition plusieurs concepts mathématiques, comme par exemple la géométrie. Élémentaire, mon cher Pythagore! J'ai par exemple dans ma besace une règle assez spéciale qui me permet de mesurer les différences entre signaux cérébraux. Bon, je dois vous faire une confidence. Ce n'est pas vraiment moi qui enquête, mais plutôt mon ordinateur. Et moi, je me contente de créer les instruments qu'il va utiliser dans ses enquêtes. Mais c'est beaucoup moins sexy. Qui connaît la personne qui crée les loupes pour Sherlock Holmes? Personne. Et pourtant, sans bonne loupe, pas de meurtre élucidé. Mon rôle est donc essentiel au bon déroulé des opérations. Plus concrètement, mon travail se décompose en 2 étapes. Dans la première, je fais des maths. Accompagné de mes bouquins de maths, de mes cahiers pleins de ratures et de mon tableau noir, j'essaie de concevoir les meilleurs outils théoriques possibles. Et puis, dans la deuxième étape, je sors les maths de mon tableau pour les mettre dans mon ordinateur, qui peut ensuite partir en mission pour résoudre plein d'enquêtes. Je dois vous dire que ce n'est pas toujours évident. En revanche, c'est passionnant. Et si, grâce à mes maths, j'arrive à améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu le quotidien de personnes portant des prothèses, eh ben, je dois vous avouer que j'aurais déjà tout gagné.
Merci beaucoup. J'ai grandi sur une petite île du Pacifique et au fil des années, j'ai vu mes belles plages de sable blanc se couvrir de déchets plastiques. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur le recyclage des plastiques. Les plastiques sont partout dans notre quotidien, légers, résistants, polyvalents, bref, des matériaux incroyables. Mais c'est aussi cette diversité qui rend leur recyclage compliqué. Imaginez le plastique comme un collier de perles. Chaque perle, fabriquée à partir de pétrole, est enfilée pour former une longue molécule. Et comme il existe des colliers constitués de différentes sortes de perles, il existe différentes familles de plastique. Certaines familles sont faciles à recycler, comme les bouteilles, que l'on peut broyer, faire fondre et reformer. Mais pour d'autres, elles sont impossibles à recycler de cette manière. Et c'est le cas des mousses de nos matelas sur lesquelles on dort chaque nuit. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais on dort sur du plastique. Rien qu'en Europe, si on empilait tous les matelas jetés chaque année, on atteindrait 700 fois la hauteur du mont Everest. Et pour le moment, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors on les enterre ou on les incinère. Et c'est là que j'entre en action. J'enfile ma blouse de chimiste et je développe une nouvelle technique de recyclage au laboratoire. Et je vous perds un peu, non? Parce que peut-être que pour vous, produit chimique égale pollution. Mais non, la chimie est tout autour de nous et au final, c'est même un peu comme de la cuisine. L'idée ici, c'est de venir modifier la structure chimique du matelas. On va venir casser le collier pour récupérer les perles pour former de nouveaux colliers. Et l'intérêt, c'est de fabriquer du plastique tout aussi performant que du plastique neuf. Et pour ça, je vais placer les déchets de matelas dans une sorte d'énorme cocotte minute et je vais y ajouter une espèce chimique non nocive pour l'environnement, de l'alcool. En chauffant, la pression va augmenter et l'alcool devient alors assez puissant pour casser les liaisons chimiques du matelas. Au final, je récupère des petites perles de collier, mais qui sont légèrement différentes de celles utilisées en industrie actuellement. Mon défi, les utiliser comme nouvelle matière première pour recréer du plastique et tout ça sans utiliser de pétrole. Et après de nombreux essais avec différents catalyseurs, vous savez, ces petites molécules qu'on ajoute pour aider une réaction à se faire, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je peux transformer un vieux matelas en semelle de chaussures ou en peinture. Ah, désolé, je dois vous laisser, j'ai une soupe de matelas sur le feu. Connaissez-vous Alexandre Bönnighausen? Et si je vous donne son nom complet? Alexandre Gustave Bönnighausen dit Eiffel. Et oui, c'est bien lui, Gustave Eiffel. Eh bien, figurez-vous que Gustave ne s'est pas contenté de concevoir l'emblématique et mondialement connue Tour Eiffel, puisqu'il est également précurseur dans la recherche en aérodynamique. Il est un des tout premiers à comprendre qu'un objet en mouvement dans l'air, un avion en vol, un objet en chute libre lâché depuis la tour, eh bien c'est la même chose qu'un objet immobile dans un courant d'air. Quel crack! Et donc, pour créer ce courant d'air et confirmer son intuition par l'expérience, il a l'idée de faire construire une sorte de ventilateur géant, la soufflerie Eiffel. Eh bien moi, cette même soufflerie Eiffel, je m'en sers aujourd'hui en 2025 pour combattre le changement climatique. Ouais. Je vais vous expliquer. Contexte. Vous êtes chez vous, 9 juillet, midi 15. Vous vous apprêtez à déguster votre salade de pâtes mozza tomate cerise, mais bon sang, vous crevez de chaud. Mon idée de génie, tenez-vous bien, ouvrir la fenêtre. Pour les plus malins, traverser la pièce.
ouvrir une deuxième fenêtre. Mesdames et messieurs, un courant d'air. Mais c'est gagné. Le courant d'air au contact de votre peau vous rafraîchit votre appartement dans son ensemble et évacue l'humidité qui a provoqué la cuisson de vos farfales. Ça ne vous coûte pas le moindre centime, ça ne consomme pas le moindre kilowattheure. On vient tout bonnement de sauver la planète, gratis. Bon, d'accord, j'exagère un peu et c'est pas si simple. Parfois c'est vrai, le vent manque de force et de régularité. Parfois, les immeubles se masquent les uns les autres. On n'y peut rien. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est quand les conditions extérieures présentent un potentiel, comme sous les tropiques, mais que votre appartement est mal fichu, et les fenêtres sont trop petites, ou alors il y a trop de murs et pas assez de passages à l'intérieur. Résultat, le courant d'air est trop faible, la chaleur s'accumule dans les murs et passé quelques jours, votre appartement est un véritable sauna. Ce qui est parfaitement ridicule. Vous ne parlez pas finlandais, vous avez horreur de vous montrer nu devant des inconnus. Bon, imaginons, ma salle de bain est au milieu de mon appartement et bloque le passage de l'air entre mes façades. Vaut-il mieux aménager un faux plafond au-dessus pour y laisser passer l'air, ou plutôt un conduit sur le côté? De quelle taille? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai réalisé des maquettes d'appartements et j'ai étudié leurs performances en les plaçant dans la soufflerie Eiffel. On y arrive. À partir de ces résultats, enfin, je tire des recommandations pour la rénovation des logements. Mon travail est terminé et maintenant, c'est entre les mains des architectes. Merci. J'adore les tartes aux fruits. Pas vous? Ah mais je pense que nous n'aimons pas exactement les mêmes. Moi, j'aime les tartes aux fruits qu'on fait avec des cancers. Alors oui, tout de suite, c'est un peu moins drôle. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi faire des tartes aux fruits avec les cancers, c'est utile. Moi, je m'intéresse au cancer du cerveau. Ce sont des cellules qui se multiplient de façon incontrôlée et forment une tumeur. Et les cancers du cerveau, c'est un peu comme des super gâteaux. Vous savez, quand vous mangez un gâteau, il reste toujours des miettes au fond de l'assiette. Eh bien, les cancers du cerveau, quand on les opère, il reste toujours des super miettes qui sont capables de se remultiplier et de reformer une tumeur. C'est ce qu'on appelle une rechute et malheureusement aujourd'hui, nous ne savons pas les traiter. Et c'est pour ça que je veux devenir docteur, pour trouver des solutions à ces cancers qui n'en ont pas. Mais comme dit mon grand-père, l'embêtant quand on est docteur, c'est qu'on voit des malades tous les jours. Alors, j'ai décidé de devenir la docteure qui fait des tartes aux fruits pour mieux comprendre les cancers du cerveau. Je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment la première à m'intéresser à ces fruits. D'habitude, ce que l'on fait, c'est qu'on prend une tumeur et on la dissocie en plusieurs petites parties, les cellules. On sait alors qu'il y a des kiwis et des bananes, mais dans une tumeur, il y a des cellules tumorales, mais aussi des neurones ou des cellules immunitaires. On arrive alors à décrire toutes les caractéristiques de ces cellules. Mais comme vous le savez, le secret d'une bonne tarte aux fruits, ce n'est pas seulement les ingrédients qui la composent, mais comment ils sont arrangés dans l'espace. Et pour les tumeurs du cerveau, c'est pareil et c'est ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Il y a une diversité de cellules et la façon dont elles sont arrangées est importante. Dans mon étude, on essaye par exemple de savoir si les cellules tumorales sont à côté des neurones. Alors, comme en cuisine, j'utilise des ustensiles. Les miens, ce sont les mathématiques, les statistiques et l'informatique. Alors tous les jours, je code pour décrire ces tartes aux fruits, leurs ingrédients et la façon dont ils sont arrangés dans l'espace. Dans mon ordinateur, j'ai 30 tartes aux fruits parce qu'ils ont toutes un peu une recette un peu différente parce que chaque patient a une tumeur un peu différente. Alors, grâce à mon étude, nous établissons la première carte de l'architecture spatiale des tumeurs du cerveau. Et en comparant les différentes tartes aux fruits qui viennent des différents patients, nous sommes capables d'établir les grands principes de la recette. Ainsi, en connaissant la recette, il devient plus facile de la changer, c'est-à-dire de trouver un traitement pour guérir les cancers du cerveau. Alors, la prochaine fois que vous voyez une tarte aux fruits, c'est peut-être la solution à votre problème.
Alors, cher jury, est-ce que vous voulez nous raconter vos impressions, votre délibération? Est-ce que c'était facile, difficile? Je sais pas. C'était très difficile. Vous n'êtes pas battu? On a passé un moment, je pense, on peut dire exceptionnel. C'était époustouflant de qualité. Bien sûr, il y a des meilleurs, il y a des moins bons, mais quand il a fallu en choisir un ou une, pour ne rien dévoiler, là, ça a été vraiment, vraiment dur. Voilà, on avait comme ça 3, 4 noms qui ont commencé à se dégager, et puis 2, puis là, ça devient vraiment très dur. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Donc voilà, on a fait ce choix en notre âme et conscience. Voilà, tout pour vous dire que vraiment, on a trouvé le moment exceptionnel et vos prestations incroyables. Alors, bien sûr, j'adhère à ce qui vient d'être dit. J'ai même essayé d'appeler le président de France Université pour lui dire qu'on aimerait envoyer 3 personnes ou 4 personnes ça a pas à marché. la finale. Il m'a dit que je n'avais pas assez de pouvoir encore. Donc, attendez, ça viendra peut-être la prochaine fois, mais c'est un très grand regret de ne pas pouvoir envoyer plus de personnes à la finale parce que nous avions des candidats extraordinaires. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais dire merci et bravo à toutes et tous. C'était un moment avec beaucoup d'humour, beaucoup de curiosité. Je trouve que vous êtes toutes et tous extrêmement passionnés. Donc, merci de nous faire partager ça. C'était vrai que c'était difficile. Merci, j'ai appris plein de choses. Et l'exaltation que vous nous avez partagée est très précieuse. Merci. Bon, alors je vais être obligée de faire un peu de redite, hein. Vraiment bravo, on a été bluffés, vraiment bluffés par vos performances. Moi, c'est pas mon premier concours MT 180 et vraiment bravo, c'était exceptionnel ce soir. Donc j'espère que notre futur représentant, représentante en finale va aller très très loin. Voilà, donc merci. Alors, Adam, en tant qu'ex-lauréat, ça fait quoi d'être dans le jury? C'était clairement plus confortable ici. Après, sur place, pour la délibération, en effet, c'était plus difficile. Et on a vu des thèses, des doctorants, du coup, qui étaient sincères, passionnés, qui nous ont appris des choses. Et je sais que c'est des qualités que, en préparant ce concours, c'est des qualités qui vont vous servir dans votre thèse, dans vos jobs. Donc, bravo à vous. Et merci. Ouais, je pense... Vous avez eu un job très difficile et pour garder un petit peu plus de suspense, je vous propose de commencer par le prix du public d'abord. Bah oui, alors, on va vous laisser la parole dans 1 minute. J'ai le nom du candidat ou de la candidate, qui a... Alors, j'ai une petite tradition. Je vous propose de faire un roulement de tambour pour le prix du public. Donc, vous pouvez taper avec vos pieds. Voilà. Nous, sur la scène, ça fait pas beaucoup de bruit, mais... C'est pas moi qui fais durer le suspense, hein. Le prix du public revient à Peters Gabe. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont voté pour moi dans la salle et sur YouTube aussi, je sais que je suis très suivi au Liban parce que je viens du Liban et du coup merci à tous ceux qui ont voté pour moi et voilà, merci, content que ça a plu. Merci beaucoup. Bien. Alors voilà, Monsieur le Président, je vous propose de remettre le 3e prix du jury. C'est bien ça. Le lauréat du 3e prix du jury de la finale PSL du concours Ma thèse en 180 secondes est décerné à Briac Griou. Je vais apprendre ton diplôme. Ouais, tu prends d'abord le diplôme. Merci beaucoup. Tiens. Merci beaucoup. Est-ce que tu... Félicitations. Merci.
Eh ben, merci beaucoup au jury et puis au public aussi, enfin au public ce soir aussi qui nous a donné beaucoup d'énergie. Voilà. Merci à tout le monde. Alors, la lauréat ou la lauréate du deuxième prix du jury de la finale PSL du concours Ma thèse en 180 secondes. Petit suspense. Décerné à Ouria Braïka. Félicitations, bravo. Attends, dans le sens. Voilà. Donc je remercie tout le monde et je remercie encore les formateurs et mes collègues, doctorants, ma famille et mes encadrantes aussi. Merci. Bravo. C'est bon? Merci à tous. Alors, gros roulement de tambour. Là. Je vous avoue que nous avons énormément hésité entre ces trois magnifiques candidats. Je sais que la France a de la chance parce que nous aurons des enseignants-chercheurs excellents avec une superbe pédagogie. Et j'aimerais redevenir étudiant pour les écouter. Voilà, donc bravo à toutes et à tous. Et maintenant, je suis obligé quand même de vous donner le résultat final. Nous avons été obligés de trancher. Un petit roulement de tambour. C'est le lauréat du premier prix du jury de la finale PSL du concours Ma thèse en 180 secondes. 2025. 2025, PSL, Université Paris Sciences et Lettres, meilleure université d'Europe, a été décerné à Ondine Simoneau-Béranger. Merci beaucoup. Tiens. Félicitations. Eh ben, merci beaucoup. J'ai rien à dire à part que je suis vraiment trop contente. Ça a été génial de préparer ça avec les copains. Comme certains l'ont déjà dit, on a vraiment tissé des liens pendant cette formation. C'était super cool. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir représenter l'université PSL à la finale nationale et aussi le programme doctoral Sacre parce qu'il me semble que Célia et moi en étions les premières représentantes au concours MT 180. Voilà. Attends, c'est pas.